Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours portant sur l'équilibre acido-basique. C'est un cours qui est très intéressant, Bon, pour les rappels physiologiques, il faut savoir que le pH sanguin, donc le pH plasmatique, doit être maintenu entre 7,38 et 7,42. Ça, c'est le pH normal. Il est légèrement alcalin. Légèrement, ok? Si on est au-delà de 7,42, donc dans le pH, on parle d'alcalose, et la limite, c'est 7,80. Et si on est dans des valeurs inférieures à 7,38, on parle d'acidose, et la limite, c'est 7. Bon, pour le pH, c'est moins log la concentration de H+, et puis voilà. Et juste une remarque. Pourquoi on écrit pH? Donc P, c'est le potentiel en hydrogène, d'accord? Et c'est quoi aussi? C'est la puissance opposée de 10, de la concentration de 10, ok? Si on dit la concentration en H+ est égale à 10 puissance moins 3,8, donc le pH est égal à 3,8. C'est la puissance opposée. Ok? Très bien. Rappel physiologique aussi. The hydrogen ion concentration of body fluid is maintained within a narrow range for purposes of regulating normal metabolic and enzymatic process and critical functions such as fertilization, growth, cell volume regulation, and protein synthesis. Great. So, le pH intracellulaire est plus bas que le pH extracellulaire. C'est logique parce que la cellule travaille beaucoup, etc. Donc, il y aura bien sûr le métabolisme, etc. Et donc, production de d'ions H+, à l'intérieur de la cellule. Et bien sûr, il y aura des cas, bien sûr, où le pH intracellulaire va être plus élevé que l'extracellulaire. Et puis voilà. Très bien. Production quotidienne d'acide. Il faut savoir qu'on produit d'acide, ok? Il y aura des acides volatiles, c'est-à-dire qui sont à un état gazeux, à un état où on peut l'éliminer par les poumons, donc par voie respiratoire, tel que l'acétone par exemple. On va produire environ 13 000 à 15 000 millimoles par jour. D'accord? C'est énorme quand même. Donc, 13 000 à 15 000 millimoles par jour. Les acides fixes, donc voilà, de 1 millimole d'H+, par kilogramme de poids, et par jour, il y aura 50 à 100 millimoles par jour. Donc, l'organisme aura toujours tendance à l'acidification. L'acidification parce qu'il est toujours en travail, d'accord? Il travaille beaucoup et donc on va produire beaucoup d'ions H+, d'accord? Par exemple, dans la bêta-oxydation, etc. Donc, NAD, H va nous donner le NAD+, plus le H+, et donc on aura toujours tendance à l'acidification. Contre cette agression acide, l'organisme possède donc 3 lignes de défense, d'accord, contre cette acidité. C'est premièrement les tampons, d'accord, les tampons chimiques. Donc, ça sera principalement les bicarbonates. Il y aura le poumon, donc par une hyperventilation, ok, contre l'acide, d'accord, l'acidose, ok, et le rein. Très bien. Pour le rein, c'est bien sûr une réabsorption, par exemple, comment on dit? On va renforcer beaucoup plus la réabsorption de bicarbonate, par exemple. Et on élimine les acides, ok? Très bien. Donc, ça,
c'est un cycle ouvert, c'est-à-dire que s'il y aura par exemple un dysfonctionnement des poumons, par exemple, où on aura beaucoup de CO2, donc CO2 va être combiné à l'H2O par l'action d'anhydrase carbonique et bien sûr, cette réaction peut se faire bien sûr sans anhydrase carbonique, mais les enzymes, ce sont des catalyseurs, donc ils vont accélérer la réaction. Ils vont pas comment on dit, ils vont pas activer cette réaction, d'accord, ils vont juste l'accélérer. Ok, au lieu d'attendre par exemple 10 jours par l'anhydrase carbonique, on l'a fait dans 1 heure par exemple, ou même pas. Enfin voilà. Donc ça va donner H2CO3 qui est un composé qui est instable, donc qui va être dissocié en H+, plus le HCO3. Donc pour s'il y aura un dysfonctionnement ici, l'HCO3 doit être réabsorbé par le rein et H+, doit être éliminé par le rein. Ok, s'il y aura par exemple un dysfonctionnement au niveau du rein, c'est le contraire. Donc l'HCO3 plus l'H+, ça va nous donner H2CO3. H2CO3 par l'anhydrase carbonique va nous donner l'H2O plus le CO2. CO2 va être éliminé par voie respiratoire par une hyperventilation. Ok? Donc, forte concentration plasmatique. On doit maintenir une forte concentration plasmatique en bicarbonate. Ok? Système intra- et extracellulaire, il y aura bien sûr des tampons qui sera intracellulaire. Par exemple, on va, ça sera l'hémoglobine par exemple. Dans les globules rouges où on va absorber le H+, et ils vont sécréter, d'accord, ou faire sortir des ions potassium, et extracellulaire, ce sera le HCO3-. C'est un système ouvert. Donc, voilà. Les autres systèmes tampons. L'hémoglobine, son pouvoir tampon est de 6 fois supérieur à celui des protéines plasmatiques. Donc, en deuxième position, après les bicarbonates, on va avoir l'hémoglobine, d'accord? Puis, on aura les protéines plasmatiques, telles que l'albumine, qui est une protéine universelle. Et puis, on aura les phosphates. Le rôle des poumons, une hyperventilation si le pH diminue ou le PaCO2, donc la pression artérielle en CO2 augmente parce que si la pression en CO2 augmente, le CO2 va être combiné avec l'H2O qui vont nous donner l'H2CO3 et donc l'H2CO3 va nous donner le H+, plus le HCO3 et le H+, donc ça va acidifier la situation. Enfin voilà. L'hypoventilation, si le pH augmente, donc si le pH augmente, on aura dans une alcalose où le PaCO2 diminue et CO2 c'est comme un acide. C'est ça, enfin, voilà, d'accord. Donc, il y aura, on va répondre par une hypoventilation, ok? Parce qu'on veut pas que le CO2 être éliminé, ok? On veut pas éliminer le CO2. On veut que le CO2 être combiné avec le H2O pour nous donner le H2CO3 et puis pour nous donner le H+, plus les bicarbonates. Ok? Très bien, pour diminuer le pH. Ok? Parce que le H+, va diminuer le pH. Le rôle du rein, c'est la réabsorption et la régénération des bicarbonates. Ok? C'est surtout au niveau du tube contourné proximal,
mais ça n'empêche pas qu'on va trouver dans dans la branche large de l'anse de Henle, dans le tube contourné distal, et il y aura par les cellules intercalaires au niveau du tube collecteur. OK? Très bien. L'élimination des acides fixes sous forme d'acidité titrable, donc on peut la doser, et sous forme d'ammonium, on ne peut pas le doser. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr le transport actif du glucose, Na, K, Ca, etc., etc., d'accord, vont être transportés de la lumière tubulaire vers le capillaire sanguin activement. D'accord? On ne parle pas ici plus précisément s'il s'agit du membrane apical ou basal. L'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un transport actif. Et le transport passif, ce sera l'eau par les aquaporines, par exemple dans le tube contourné proximal, ok, l'urée et certains électrolytes, d'accord, par le gradient électronégatif qui est dû à l'entrée du Na+, qui va diminuer les charges positives dans la lumière tubulaire, qui va créer un gradient électronégatif. Et cet gradient électronégatif va faire entrer, par exemple, les ions chlorure. OK? L'excrétion proximale, l'acide urique, l'acide lactique, l'acide cétonique, ça, ici, ils vont être sécrétés. OK? Très bien. Et puis, vous voyez que plus on va de la corticale vers la médulaire, plus la concentration est élevée, va être plus élevée, d'accord, de la lumière tubulaire va être plus élevée. Car ici, par exemple, dans la branche descendante de la lance de Henle, ici, elle est perméable à l'eau. Donc, il y aura l'absorption d'eau et sans absorption d'électrolytes. D'accord? S'il y aura l'absorption d'eau, ça veut dire que la concentration des éléments ici va être augmentée. Donc, il y aura bien sûr une augmentation de l'osmolarité. D'accord? Par contre, la branche ascendante va être imperméable à l'eau et perméable aux solutés, etc., etc. OK? Donc ici, dans le tube contourné proximal, va être isotonique par rapport au plasma. Ici, va être hypertonique par rapport au plasma. Ici, comment on dit, s'équilibrer parce qu'ici, elle va être iso-osmotique par rapport au plasma dans le tube contourné distal, etc., etc. OK? Le rôle du rein, c'est la réabsorption des ions bicarbonates. Les ions bicarbonates, et on va les réabsorber beaucoup plus dans le tube contourné proximal, mais ça n'empêche pas qu'on va l'absorber aussi dans l'anse de Henle, dans le tube contourné distal. Mais si on va parler du tube collecteur, ça sera les cellules interstitielles alpha, où on va réabsorber les ions bicarbonates. Donc ça, il s'agit de la cellule du tube contourné proximal. Très bien, donc si je vais dessiner maintenant une cellule du tube collecteur, la cellule intercalaire alpha par exemple. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est la lumière tubulaire et ça c'est le liquide interstitiel. Ok? Et ici, c'est le capillaire. OK? Ça, c'est une cellule du tube collecteur. OK? Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura ici la pompe H+ ATPase. OK? Cette pompe va pomper, bien sûr, le H+ à l'extérieur de la cellule. OK? L'H+, comme d'habitude, va être combiné à quoi? À H, CO3-. Comme d'habitude, il va nous donner le H2CO3. Le H2CO3 va donner par l'anhydrase carbonique l'H2O plus le CO2 qui vont diffuser à l'intérieur. Donc, bien sûr, l'H2O, si on est dans le tube
collecteur va être réabsorbé par les aquaporines 2 qui vont être exprimés sur la membrane plasmique par l'action de les ADH, d'accord, les vasopressines. Et puis CO2 va diffuser simplement parce que c'est un gaz. Donc, à l'intérieur de la cellule, l'H2O plus CO2 va donner et le bicarbonate va sortir et le chlore va entrer. Donc ici on aura un antipore HCO3- et Cl- et le Cl- va être réabsorbé par un canal à chlorure. Et puis voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'il se passe l'absorption au niveau du tube contourné, du tube collecteur plutôt, la réabsorption du bicarbonate. En ce qui concerne maintenant l'élimination, soit d'acide, soit des acides fixes, donc soit par l'acide tritable. Tritable, ça veut dire on peut le doser. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, on peut doser les monophosphates, les acides monophosphates, phosphatidiques, et on ne peut pas doser, par exemple, l'ammonium. Pour quelle raison? Enfin, il faut savoir que le pK du monophosphate, d'accord, phosphatidique, est égal à 7,4 environ. Et il y a bien sûr des différences entre les ouvrages. Mais bon, donc, et qu'est-ce qu'on avait dit? Le pH plasmatique est entre 7,38 et 7,42. Donc, on peut doser. Celui-là, il est tritable. D'accord? D'accord? Très bien. Ok? On peut. Mais l'ammonium, le pKa est égal à 9. Donc, il est loin de l'intervalle du pH, d'accord, sanguin. Et donc, on ne peut pas le traiter par ça, par l'ammonium. On ne peut pas traiter par l'ammonium. On peut traiter par l'acide monophosphatidique. Ok, c'est pour ça on le dose. On dose celui-là et pas l'ammonium. Ok, parce que celui-là va donner des résultats plus fiables. Ok, très bien. Maintenant, comment ça se passe? Donc, il y a certains qui disent que c'est au niveau du tube contourné distal. Et il y a certains qui disent que c'est au niveau du tube collecteur. Donc, et il y a bien sûr certains qui disent que c'est pratiquement dans les deux. Donc, je sais pas. Et puis, normal, c'est pas grave, c'est pas aussi grave, non. Donc, si on va parler du tube, par exemple, collecteur, ok? Donc, ici, il y aura la pompe H+, et le H+, va sortir, va être combiné par Na2H, H2PO4, 2-, et par le H+, va devenir H3PO4-, 2-, moins plutôt, et ici on aura un seul Na. Ok, très bien. Donc ça c'est l'acide monophosphatidique. Ok, très bien. Je vais vous faire voir la plaque du cours. Donc ici distal tubular cell. Et vous voyez, bon,
Enfin, j'ai fait une erreur. Donc ici, j'ai écrit H2PO4 et H3PO4, mais c'est pas trop grave. Anyways, donc ici, quand vous voyez, par l'anhydrase carbonique, la H2CO 3- va nous donner la H2O et CO2. What is this? Ah, okay. It's the opposite. Great. So, from the lumen capillary, we're gonna have the CO2, okay? And the combination between CO2 and IH2O va nous donner la H2CO3. La H2CO3 va nous donner la H2, plutôt le HCO3, qui va être réabsorbé et le H+, qui va être libéré dans la lumière tubulaire du tube contourné distal. Celle-là va être combinée avec le HPO4- qui va nous donner le H2PO4- normalement. Et puis voilà. Et ici, si on va parler de l'ammonium. Alors, l'ammonium, ici, ça c'est au niveau du tube contourné proximal, d'accord, où il y aura la production d'ammonium. Ok, l'ammonium va être libéré va être sécrété, ok, dans la lumière tubulaire. Et puis, il va être réabsorbé au niveau de l'anse de Henle, ok, très bien. Donc, dans la branche large de l'anse de Henle. Et puis, il va être libéré au niveau de la lumière tubulaire, au niveau de la lumière tubulaire du tube collecteur, d'accord, du tube collecteur, voilà, va être, dans la cellule, on aura le NH3, oui, le NH3 qui va sortir, et le NH3 va être combiné avec l'H+, et va nous donner le NH4+, qui va être libéré dans les urines. Ok? Très bien. Maintenant, on est arrivé à l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Ok? On pose par définition pH est égal à moins log H+. Cette réaction est réversible. En appliquant la loi d'action de masse à cette réaction, car la constante d'équilibre est égale à H+, la concentration de H+, plus la concentration de HCO3- sur la concentration de H2CO3 est égale à une constante. Et puis, la concentration de H+, est égale à K fois ça. Et puis, quand vous savez, si on va introduire le log, ça va... Ce sont des maths. Enfin, voilà. Donc, pH est égal à 6 plus 1, la dissociation constante, dissociation constant, plus log d'Hadou, etc. Donc, c'est 0,03, c'est carbon dioxide solubility constant, okay, and here carboxy dioxide partial pressure, okay, très bien. Great, so here we have pH est égal à pK plus le log de la concentration de HCO3- sur le coefficient de solubilité fois partial pressure of the carbon dioxide. Ok? Great. Très bien. Respiratoire. Voilà, ça c'est métabolique et ça c'est respiratoire, bien sûr. Donc, désordre métabolique, les acidoses, donc on aura soit le HCO3- qui est bas, les alcaloses,
Ah oui, les désordres métaboliques. Ici, métaboliques, les acidoses, on aura le HCO3- qui est diminué et dans les alcaloses, on aura le HCO3- qui est augmenté. Ok? Pour les acidoses, on aura un trouble anionique supérieur à 16. Ça veut dire, ça nous amène voilà, à l'accumulation d'anions organiques. Et le trou anionique, s'il est inférieur à 16 ou normal, on aura des pertes nettes des bicarbonates. Les alcaloses, HCO3-, toujours le chlore est bas et diminué. OK? Très bien, classification des acidoses métaboliques. C'est quoi d'abord le trou anionique? Le trou anionique, donc c'est la concentration du sodium qui est le cation le plus abondant dans le milieu plasmatique, ok, ou dans le milieu extracellulaire. Donc, et ici on parle du plasma, donc voilà. Et les anions, donc moins la somme des anions les plus abondants qui sont le bicarbonate et le chlore. OK? Et si on va faire le calcul, on va trouver le trou anionique normal. Donc 14 plus ou moins 2. OK? Très bien. Et on parle généralement de 16. OK? Très bien. Donc c'est ce que je viens de dire. Le trou anionique, c'est quoi? Cation, etc. Ok, 14 plus ou moins 2. Les anions indosés, les protéines plasmatiques, les phosphates, les sulfates, les anions organiques, cétoniques et lactates. Pour chaque diminution de 1 g d'albumine, le trou anionique augmente de approximativement 2,5 millimoles. Très bien. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de différence en réalité entre les anions et les cations. D'accord? Donc, il y a des anions qui ne sont pas dosés. D'accord? Tels que les protéines plasmatiques. Et vous savez bien que la fraction de l'albumine est très augmentée. D'accord? Et les protéines sont généralement chargées négativement. Ok, il y aura les phosphates, les sulfates, les anions organiques ne sont pas dosés. Et donc, en réalité, on ne peut pas savoir vraiment combien on a de trous anioniques, en fait. Vous voyez. Donc, les protéines plasmatiques comme l'albumine sont la fraction majoritaire des anions indosés, 10 millimoles par litre en charge négative. Et donc, en cas d'hypoalbuminémie, d'accord, sévère, il est impératif de corriger le trou anionique. Ok? Voilà, parce que l'albumine est une protéine universelle qui sert à transporter pas mal de substrats, etc. Ok. Et puis, même l'albumine est la protéine majoritaire. Ok. Donc, c'est elle qui va nous donner la majorité de la pression oncotique, par exemple. Ok. Et donc, en cas d'hypoalbuminémie sévère, il est impératif de corriger le trou anionique. Le trou anionique corrigé est égal au trou anionique observé, c'est-à-dire la concentration Na moins la somme des concentrations du bicarbonate et chlore, plus 0,25 fois, entre parenthèses, 40 moins l'albumine observée en grammes. Ok? Pour chaque diminution de 1 g d'albumine, le trou anionique augmente de approximativement 2,5 millimoles par litre. Ok? Donc, le trou anionique observé plus 0,25 fois 40 moins l'albumine observé. Et toute diminution de 1 g d'albumine, va augmenter le trou anionique d'approximativement 2,5 millimoles par litre. Ok?
Très bien. Et donc ici, on aura quelqu'un qui est normal, ok? Quelqu'un qui est normal. Ici, on voit en B qu'il y aura plus d'anions organiques. Et donc, la diminution de HCO3- qui va nous donner bien sûr une acidose, mais les anions augmentés, elle est due à l'augmentation des anions organiques, ok? Et parce que le chlorure n'a pas été changé, et ici on aura l'augmentation du chlorure qui est due à la diminution de HCO3-, mais on voit bien que les anions organiques, la fraction de n'a pas vraiment changé. Ok? Très bien. Et donc, on répète juste une répétition. Le trou anionique corrigé est égal au trou anionique observé plus 0,25 fois 40 moins l'albumine en grammes. Ok? Observé. Très bien. Mécanisme des acidoses métaboliques. Les mécanismes. C'est soit elle est due aux pertes excessives de bicarbonate, aux charges acides excessives, ou bien une réduction de l'excrétion rénale d'ion H+. Ok? Period. Très bien. Réponse de l'organisme. Le tamponnement, c'est la première ligne de défense. Il se fait surtout par les tampons intracellulaires, en l'occurrence l'hémoglobine. Car, bien sûr, on avait dit que le meilleur des meilleurs tampons, c'est les bicarbonates. Et donc, si cette acidose est due à une diminution de la concentration de HCO3-, on peut pas dire qu'il faut tamponner les charges positives par du bicarbonate. Et donc, le deuxième meilleur tampon, c'est l'hémoglobine. Parce que c'est meilleur de 6 fois les protéines intracellulaires, les autres, ok? Donc, le tamponnement se fait surtout par les tampons intracellulaires, en l'occurrence l'hémoglobine. Adaptation respiratoire. On avait dit qu'il y aura 3 lignes de défense, le tampon, poumon et rein. Bien sûr, donc ici l'adaptation respiratoire, c'est le deuxième mécanisme de défense. Il consiste en une hyperventilation, car on veut éliminer le CO2, bien évident. Donc, on avait parlé de ça. Par exemple, ici, si on va revenir ici, et s'il y aura un dysfonctionnement du rein, par exemple, il faut faire l'action inverse, et donc, ou bien la réaction inverse plutôt, donc HCO3- plus H+, ça va donner H2CO3, H2CO3 par l'anhydrase carbonique va nous donner H2O plus le CO2, et puis on veut éliminer ce CO2 pour que cette réaction ne se fait pas, d'accord? Donc, il faut l'éliminer, il faut éliminer le CO2. Et comment on l'élimine? Par voie respiratoire, par une hyperventilation. Ok? Très bien. Donc, la correction rénale maintenant. C'est la troisième ligne de défense. S'il est normal, le rein augmente l'excrétion de l'acidité titrable et de l'ammonium. Ainsi, le pH urinaire est très acide. Ok? Si le rein est normal, d'accord? Donc, par exemple, cette diminution de HCO3- n'est pas due à une mauvaise réabsorption de ces dernières, ok? Par exemple, elle est due à l'excès de charge positive, ok? Ici, la correction rénale, ça va être l'excrétion de cet acide. Et comment on peut excréter les acides fixes? C'est soit par l'acidité titrable ou bien par l'ammonium. Ok? Et donc, le pH va être très acide, bien sûr.
Potassium et acidose métabolique. L'acidose métabolique s'accompagne habituellement d'une hyperkaliémie et habituellement secondaire à la pénétration d'H+ dans les cellules en contrepartie de la sortie du K+ intracellulaire vers le plasma. Ok? Donc, les cellules vont capter les ions H+. Donc, il va y avoir une pompe, ok? Donc, qui va faire entrer les ions H+, contre la sortie d'ions K+. Ok? Et donc, c'est comme un transport qui est électroneutre, ok? Va faire entrer une charge positive et va faire sortir une charge positive. Ok? Très bien. La réponse pulmonaire attendue. Donc, comment on peut savoir si on a, par exemple, un cas clinique où on va voir le bilan et on va voir que la concentration de HCO3- est diminuée. Et donc, comment on peut savoir si notre organisme a commencé à compenser cette diminution en ion HCO3- ou cet excès en charge positive? Comment on peut savoir ça? Et on avait dit que la réponse respiratoire va être une hyperventilation. Donc, il faut qu'on aura une pression artérielle en CO2 qui est diminuée. D'accord? C'est bien évident. Ok? Il faut que le CO2 diminue pour que la réaction de CO2 plus la H2O ne va pas donner H2CO3 et H2CO3 ne va pas donner H+, plus les bicarbonates. Ok? Très bien. Et donc, il faut que cette pression diminue par une hyperventilation. Et comment on peut savoir si notre organisme a commencé à compenser? Par cette équation où on va calculer une pression, la pression artérielle en CO2 qui est estimée, ok? D'accord, qu'on veut l'atteindre pour connaître si notre organisme a commencé à compenser. Ok, c'est 1,5 fois la concentration en bicarbonate plus 8, le tout plus ou moins 2. Ok? C'est-à-dire, si on va avoir, par exemple, une pression artérielle en CO2 qui est environ, je sais pas, au moins 18, par exemple, et ici, on va avoir un 17, on peut dire que l'organisme a commencé, par exemple. Ok? 17, 18, 19, etc. Ok? Mais pas, par exemple, ici, on va voir 30, et ici, on a 17, on dit que l'organisme n'a pas pu compenser. Ok? Très bien. Acidose métabolique à 3 anioniques élevée, supérieure à 16. Ok? Donc, millimol par litre, chlore normal. Ici, elle va être due à la présence d'anions organiques. Ok? Les cétoacidoses diabétiques sont de loin les plus fréquentes. Les autres acidocétoses sont moins fréquentes, exemple le jeûne prolongé, l'éthylisme aigu, la glycogénose de type 1. Ok, ça, ils sont pas vraiment fréquents parce que, par exemple, le jeûne prolongé, c'est pas un cas pathologique. Ok, très bien, mais diabète, si. Ok. Très bien, on termine. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le jeûne prolongé, l'éthylisme aigu et glycogénose de type 1. Enfin, glycogénose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut pas dégrader le glycogène. Il y aura l'accumulation de glycogène, par exemple, dans le foie, on aura hépatomégalie, et dans les reins, on aura néphromégalie. Elle est due souvent à une déficience en glycosylphosphatase. phosphatase. Ok? Whatever. Diabète, c'est la plus fréquente cause des acidocétoses.
ok? Parce qu'ici, par exemple, diabète. Diabète, c'est quoi? Diabète, c'est l'hyperglycémie, ok? Ce n'est pas l'hypoglycémie, ok? Parce qu'on métabolise pas le glucose. Bien, on peut pas, il y aura un problème, ok? De l'entrée du glucose à l'intérieur de la cellule, soit un problème de l'insuline ou les récepteurs, etc., etc. Ok? Et puis, si le glucose ne peut pas entrer à l'intérieur de la cellule, on peut pas avoir de la glycolyse et on peut pas avoir de l'ATP, ok? Et il y aura production des cours cétoniques, ok? Très bien. Les acidoses lactiques, le lactate. Le lactate est donc, on sait bien que le lactate est produit dans, par exemple, les conditions où on fait, par exemple, une activité physique intense, par exemple des muscles, ok? Ou bien il y aura une hypoxie, c'est-à-dire que la saturation en oxygène a diminué, elle n'est pas à 100%, elle est par exemple à 88%, à 87%, etc., etc. Et donc on est en hypoxie tissulaire. Et donc il y aura bien sûr la production du lactate. Il y aura le cycle de Cori. D'accord? Ok? Très bien. Donc voilà. Pyruvate, au lieu d'entrer dans le cycle de Krebs, le cycle de Curie. Ok. Insuffisance rénale aiguë ou chronique. Ok. Dans le trou anionique supérieur à 16, quelle qu'en soit la cause. Les intoxications par les acides dont l'anion n'est pas le chlore. Intoxication au méthanol, acide acétyl salicylique et l'éthylène glycol. Ok? Donc il y aura des intoxications. Et si on parle d'intoxication, donc il y aura une surcharge en un anion, ok, qui n'est pas le chlore. S'il est le chlore, on parle de trou anionique qui est normal, ok? Ou inférieur à 16. Mais s'il y aura l'intoxication au méthanol, acide salicylique, ou bien l'éthylène glycol. Ok? Très bien. Donc, ici, les acidoses métaboliques à 3 anioniques normales et chlore élevé. C'est soit des pertes intestinales de bicarbonate dans les diarrhées aiguës sévères, exemple le choléra. Et si, par exemple, on va trouver une légère augmentation de la température, ok? Donc, dans les diarrhées aiguës, on aura des pertes intestinales plutôt, de bicarbonate qui est augmenté, qui est sévère, ok? Les tumeurs vileuses hyper sécrétantes, donc des villosités, enfin voilà, hyper sécrétantes. Les acidoses tubulaires type 1 ou distale ou type 2 ou proximale type 5 dû à une hyperkaliémie. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique acétazolamide. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les acidoses tubulaires de type 1 ou distale, ça veut dire qu'il y a qu'il n'y a pas une élimination d'acide titrable, par exemple. De type 2, par exemple, au proximal, il n'y a pas une réabsorption de bicarbonate. Ok? Donc, de type 4, qui est dû à une hyperkaliémie. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réabsorption de Na+. Ok? Et on sait bien que Na+ est réabsorbé contre, par exemple, une sortie d'ion H+. Et cette réabsorption de Na+, s'accompagne avec une entrée d'ion K+.
Et donc, s'il n'y a pas de réabsorption de Na+, il n'y a pas de sortie d'ion H+, et il n'y a pas aussi sortie d'ion K+. Et donc, il y aura une acidose accompagnée avec une hyperkaliémie. Sans la correction. Ok? Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, acétazolamide. Acétazolamide, c'est un médicament qu'on donne, par exemple, si quelqu'un a un glucome, qui est une hypertension de l'œil, et donc on inhibe cette anhydrase carbonique. Ok? Très bien. Ici, l'acidose métabolique, le pH est le taux de HCO3- est bas. Calculez le trou anionique. Si on va avoir un trou anionique inférieur à 16, c'est une acidose hyperchlorémique. Calculez le trou anionique urinaire après. Et puis, si on va avoir un trou anionique urinaire inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il y aura une dilution, charge acide, perte digestive de bicarbonate, ok. Si on va avoir un trou anionique urinaire supérieur à 0, acidose tubulaire, rein est incapable d'excréter le NH4+, qui est associé au chlore. Oui, l'excrétion de NH4+, est toujours associée à celle du chlore. Ok. Donc, tout simplement, si on va avoir un trou anionique urinaire qui est inférieur à 16, le problème n'est pas rénal, mais digestif. Donc, il n'y aura pas de réabsorption de bicarbonate. Et puis, il y aura perte digestive de bicarbonate. Si le trou anionique urinaire est supérieur à 0, on aura des acidoses tubulaires. OK? Rein est incapable d'excréter un H4+, qui est associé au chlore. Donc, il y aura, bien sûr, entrée du chlore. OK? Si le trou anionique est supérieur à 16, c'est soit une acidose lactique, acidose, intoxication ou insuffisance rénale. OK? Ça, c'est récapitule le tout. Le trou anionique urinaire est égal à le Na+, plus le K+, le tout moins le chlore. Ok, ce n'est pas le trou anionique, donc normal qu'on dose. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant? On avait vu le trou anionique qui est égal aux ions, à la concentration d'ion sodium moins la somme de bicarbonate plus le chlore. Et puis, on avait vu le trou anionique corrigé à celui de l'albumine, donc qui est égal au trou anionique normal qui est observé, plus 0,25 fois 40 moins l'albumine. Ok. On avait dit que le manque d'1 gramme va augmenter le trou anionique de 2,5. Puis on a vu ça, le trou anionique urinaire qui est égal à Na+, plus le K+, le tout moins le chlore. Ok? Très bien. Delta-delta ratio. Le delta-delta ratio est parfois utilisé dans l'évaluation de l'acidose métabolique à trou anionique élevé pour détecter un trouble acide-basique mixte. Delta-delta ratio est égal au trou anionique mesuré moins le trou anionique anormal, normal plutôt, sur le taux normal de bicarbonate moins le bicarbonate. Et donc est égal à Ag moins 12 sur 24 moins la concentration en bicarbonate. Ok? C'est ça, delta-delta ratio. Interprétation du delta-delta ratio. Delta-delta ratio entre 1 et 2 acidose métabolique pure à trou anionique élevé.
Delta-delta ratio supérieur à 2, acidose métabolique mixte avec coexistence d'une alcalose métabolique ou une acidose respiratoire de compensation. Ok, donc le corps est en train de compenser. Donc, trou anionique mesuré moins le trou anionique normal sur taux normal de bicarbonate moins le bicarbonate. Maintenant, on est arrivé aux acidoses métaboliques. Mécanisme de l'alcalose. L'alcalose métabolique est générée à la suite d'une perte d'ion H+, de compartiment extracellulaire, addition d'alcalin, perte disappropriée du chlore. Dans les trois mécanismes, les contraintes imposées par l'électroneutralité impliquant une diminution de la chlorémie. Ok? Très bien. Donc, voilà. Voilà. Réponse de l'organisme, bien sûr, on aura le tamponnement, puis l'adaptation respiratoire, puis la correction rénale. Tamponnement, l'addition d'H+, au liquide extracellulaire, titre le bicarbonate en excès et en diminue la concentration dans le sang. Ce tamponnement est dû à une sortie d'H+, des liquides intracellulaires provenant des phosphates et des protéines. Adaptation respiratoire conformément à l'équation ok. Le corps réagit par une hypoventilation alvéolaire parce qu'on veut que la pression artérielle en CO2 augmente. La correction rénale, le rein est le seul capable d'assurer la correction du désordre, c'est-à-dire d'excréter l'excès de bicarbonate. Réponse pulmonaire attendue. La pression artérielle estimée de CO2 est égale à 0,7 fois la concentration en bicarbonate plus 21. Ok? Très très bien. Donc, la réponse pulmonaire attendue, on aura une pression artérielle de CO2 qui est égal à 0,7 fois la concentration en bicarbonate plus 21. Ça, c'est la réponse respiratoire à une alcalose métabolique. OK? Donc, si on va avoir dans le bilan une pression artérielle ici, qui est proche de l'estimé, on peut dire que le corps a commencé à résoudre le problème, ok? Sinon, on peut pas dire, c'est la même chose que dans l'acidose, sauf que dans l'acidose, la pression artérielle partielle en CO2 est égale à quoi? 1,5 fois la concentration en bicarbonate plus 8 plus ou moins 2. Et ici, c'est 0,7 fois la concentration en bicarbonate plus 21 plus 21. Il faut bien savoir ça, car l'hypoventilation va nous donner une augmentation de la pression artérielle en CO2. Ok? Ok? Très bien. Alcalose corrigée par l'apport du urinaire est inférieur à 10 millimoles par litre. Perte digestive, vomissement, incoercible, aspiration gastrique. Ici, on va perdre du chlore. Ok? Perte urinaire, elles sont le résultat de l'utilisation prolongée des diurétiques agissant sur l'once de lait furosémide. Il en résulte une augmentation de l'excrétion de NaK supérieure à celle des bicarbonates. L'alcalose métabolique est le résultat de plusieurs facteurs, en l'occurrence la perte du chlore et la contraction du volume extracellulaire. Apport faible en chlore, alcalose post-hypercapnie et fibrose cystique. Donc ici, on peut corriger l'alcalose juste par l'apport du chlore. Les pertes digestives, aspiration gastrique, etc., vomissement, perte urinaire, du chlore, ok, on parle du chlore, ok, une augmentation d'excrétion d'ANA+, etc., ok. Ici, l'apport faible en chlore
alcalose post-hypercapnie, hypercapnie, c'est-à-dire que la pression artérielle en CO2 est élevée. Ok? Mais on aura quand même une alcalose. Une alcalose, c'est par rapport à une perte du chlore. Ok? Fibrose cystique. L'alcalose non corrigée par l'apport du chlore. Chlore supérieur à 25 millimoles par litre. L'hyperaldostéronémie primaire. Syndrome de Cushing, syndrome de Bartter, hypokaliémie sévère inférieure à 2 millimoles par litre, l'hypomagnésémie. Arrivé aux alcaloses qui ne sont pas corrigées par l'apport du chlore, soit le chlore supérieur à 25 millimoles par litre. 25 millimoles par litre, c'est inférieur à la normale, bien sûr. Mais ici, les alcaloses ne sont pas corrigées par l'apport du chlore. C'est dans l'hyperaldostéronisme primaire, c'est-à-dire c'est une tumeur, ok? Syndrome de Cohn, où l'aldostérone est très élevé. Et comme l'aldostérone est très élevé, donc on va réabsorber beaucoup de Na+. Et la réabsorption de Na+, est accompagnée par quoi? Par la sécrétion, l'excrétion de K+, et de H+. Et donc ici, il y aura un excès de charge, comment on dit, de H+, qui va être sorti de l'organisme. Et ici, on aura une alcalose. Et cette alcalose n'est pas corrigée par l'apport du chlore parce qu'il s'agit d'une tumeur. Donc, ça va pas s'arrêter ici. OK? Donc, syndrome de Cushing, syndrome de Bartter, l'hypokaliémie sévère. Même ici, l'hyperaldostéronisme primaire va donner l'hypokaliémie, l'hypomagnésisme. Magnésémie, ok? Period. Et ici, le syndrome de Cushing, Bartter, etc., ça, on va le voir dans l'unité endocrino, Inch'Allah. Paramètres pH, valeur normale, c'est 7,38 jusqu'à 7,42. L'acidose métabolique, c'est inférieur à 7,38. Alcalose métabolique, c'est supérieur à 7,42. Bicarbonate, les valeurs normales, c'est entre 22 et 26. Si c'est inférieur à 22, on parle d'acidose. S'il est supérieur à 26, on parle d'alcalose. La pression artérielle du CO2 est entre 35 et 45. Ok, si c'est inférieur à 35, on parle d'acidose métabolique. Pourquoi? Parce que ici, on va corriger. On parle ici des acidoses métaboliques. Donc, il faut qu'on aura dans notre bilan une pression artérielle en CO2 qui est inférieure à 35 pour qu'on puisse dire que l'organisme est en train de compenser cette acidose. OK? L'alcalose, c'est supérieur à 45. OK? Donc, voilà. Et ça, c'est la pression artérielle estimée de CO2, d'accord, de compensation. C'est l'estimation de compensation. S'il s'agit d'acidose métabolique, c'est 1,5 fois la concentration de HCO3- plus 8 plus ou moins 2. Si c'est dans l'alcalose, on parle de 0,7 fois HCO3- plus 21. K plus maintenant. K+, les valeurs normales, c'est entre 3,5 jusqu'à 5, ok? Souvent, on aura une hyperkaliémie en cas d'acidose métabolique qui est due à l'entrée de H+, à l'intérieur des cellules contre la sortie d'ion K+.
Dans le plasma, c'est souvent dans les globules rouges, mais certaines acidoses tubulaires sont hypokaliémiantes et j'ai cherché un peu et interprété un peu. Donc, alors, on sait bien que l'insuline, c'est une hormone qui en dehors de l'hypoglycémiante, c'est une hormone qui va activer la pompe K+, Na+, ok? Et donc, c'est pour ça, par exemple, on dit que quelqu'un qui aura une hyperglycémie, il aura une bradycardie, ok? Parce que donc le battement du cœur va diminuer. Pourquoi? Parce que l'insuline va augmenter le travail de la pompe Na+, K+. Et donc, il y aura une entrée excessive de d'ion K+, à l'intérieur des cellules contre la sortie de Na+. Cette entrée de K+, va engendrer une hypokaliémie. Ok, et en cas d'hyperglycémie, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr la formation de corps cétonique. Ok, donc les corps cétoniques vont libérer d'ion H+. Et donc ici, on aura une acidose. Ok, qui est accompagnée par une hypokaliémie. Mais cette hypokaliémie est bref, d'accord? On n'aura pas trop ça parce que après, comme on aura une acidose qui est due aux ions H+, des corps cétoniques, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'entrée de ces ions H+, à l'intérieur des cellules contre la sortie de K+. Et celle-là est, cette action prédomine, donc prédomine l'action de l'insuline sur les pompes. Parce qu'on sait bien que les hormones, leur action n'est pas... bon, bien sûr, ماشي كامل les hormones, mais l'action de la plupart des hormones n'est pas كيف يقولوا طويلة في الزمن، اوكي؟ تسمى راح تكون l'action تاعهم brève باش يخلي لك باك لي سيلول الجلوكوز يدخل على الانتيريور des cellules من بعد كيحبس الخدمه تاعو اي دونك بصح الاخرى لا باسكو علاه لاسيدوز راح تصححها بلونطري ديزيون K+, et donc on aura après ça on aura une hyperkaliémie. OK, très bien. Pour l'alcalose métabolique, une hypokaliémie bien sûr doit être recherchée systématiquement. OK, parce que l'alcalose métabolique, et donc par exemple qui est due à l'excrétion excessive d'ion H+, et on aura bien sûr la rétention de sodium, par exemple, et donc la rétention du sodium et l'excrétion de H+, est accompagnée systématiquement par l'excrétion d'ion K+. Ok? Très bien. C'est allemand. Millimol par litre. Les valeurs normales, c'est entre 95 et 106. Normochlorhémie, c'est accumulation d'anions fixes. Hyperchlorémie, en absence d'accumulation d'anions fixes. L'anion fixe, c'est les anions organiques souvent. Ok? Très bien. Parce que anion fixe, bien sûr, on ne parle pas juste d'anions organiques. Ok? Anion fixe et même acide fixe, c'est organique et pas organique, ok? Mais ici, on parle souvent d'anions organiques, ok? L'alcalose métabolique, hypochlorémie, bien sûr, proportionnelle à l'augmentation des bicarbonates parce qu'on dit souvent que, bien sûr, hors le trou anionique qui est supérieur à 16 en cas d'acidose métabolique, on dit toujours que la somme du chlore et du bicarbonate est une constante. Et donc, une augmentation des bicarbonates est accompagnée par une hypochlorémie. Ok? Très bien. Très bien. Désordre respiratoire. Juste une remarque. Pourquoi on dit
toujours que la rétention de Na+, est accompagnée par la sortie, par exemple, d'ion K+, ok? Et puis, parce que, par exemple, dans la branche large de l'once de Henle, qu'est-ce qu'on aura? On aura le transporteur qui va transporter 4 ions, d'accord? C'est le NCCK, ok? La membrane apicale. Et donc, il y aura l'entrée de Na+, et l'entrée de K+, et l'entrée de 2 ions Cl-. Et le K+, va ressortir, va être re-excrété ou bien resécrété plutôt, parce que la cellule qui va le sécréter, sécrété par la cellule par le ROMK, ok? R-O-M-K. C'est pour ça, donc il y aura entrée de Na+, sortie de K+. Et ça aussi, même dans le tube contourné, où on aura ce ROMK, ok? Très bien. Désordre respiratoire maintenant. Acidose respiratoire, si le pH est inférieur à 7,38, bien sûr, pH inférieur à 7,38, on parle d'acidose. Et puis, supérieur à 7,42, on parle d'alcalose. Si le taux de HCO3- est augmenté, il atteint rarement les 50 milliéquivalents par litre, c'est-à-dire ici, si HCO3- est augmenté, et on voit pas ça, on dit qu'il s'agit d'alcalose métabolique, n'est-ce pas? Mais, et si la pression artérielle de CO2, elle est augmentée, et donc le CO2 est augmenté, CO2 augmenté, H+ augmenté, pH diminué. Comment on peut le corriger? On le corrige par l'apport de bicarbonate. L'apport du bicarbonate va tamponiser l'excès d'ion H+. Ok? Très bien. La kaliémie, ici, on ne parle pas de kaliémie. Et les ions chlorure sont bas, compensent l'augmentation des bicarbonates. Ok? Très bien. L'alcalose respiratoire supérieure à 7,42 pH. Il y a chute atteint rarement les 15 milli-équivalents par litre d'ion de bicarbonate. La pression artérielle de CO2, elle est diminuée. Le K, ou bien la kaliémie, elle est souvent basse. Et Cl- est augmenté pour compenser la perte des bicarbonates. Ok? On répète un peu les valeurs normales. Le pH, c'est entre 7,38 et 7,42. Bicarbonate, c'est entre 22 et 26. La pression artérielle de CO2, elle est entre 35 et 45. La kaliémie est entre 3,5 et 5. Et Cl-, c'est entre 85, 15 et 106. Le prélèvement d'Oka pour la gazométrie. Donc ici, c'est quoi? Prélèvement radial. Très bien. Ici, on aura la tabatière anatomique. Maintenant, là. Anyways, who cares? Value. Arterial blood and mixed venous. Okay? دونك هنايا واش هو حاب يقول لك هنا من الاخر او حاب يقول لك باللي les artères et les veines sont différents mais le bicarbonate c'est donc le même. Donc si on veut avoir le bicarbonate, donc il faut pas par exemple prélever le sang artériel. OK? Il faut prélever le sang veineux. Tout simplement. Table adapted from oxygen, partial pressure of oxygen in arterial blood, acidity, alkalinity, partial pressure of oxygen in arterial blood, oxygen. Wait, what? Bro, it's literally carbon dioxide. So, bicarbonate in blood and base excess. Whatever. Base excess. Gaz du sang artériel maintenant. Prélèvement de sang artériel souvent retiré de
radiale ou de l'artère fémorale. Le sang est rapidement acheminé pour la mesure des gaz du sang artériel, bien sûr. Il ne faut pas tarder, hein. Le prélèvement est souvent transporté dans un bain de glace afin de réduire la consommation d'oxygène par les leucocytes. Bien sûr. In only 35 seconds on on 19 parameters, okay, blood gas, electrolytes, metabolites, okay, it's so much great. Anyways, conclusion. Approche mnémotechnique des DAB. pH bas, CO2 bas, acidose métabolique. pH augmenté, CO2 augmenté, alcalose métabolique. pH diminué, CO2 augmenté, acidose respiratoire. pH augmenté, CO2 diminué, alcalose respiratoire. Period. Cas clinique maintenant. Un jeune adulte de 30 ans est hospitalisé en urgence pour l'hématémèse de moyenne abondance. Donc, hématémèse, c'est-à-dire, il va vomir du sang. Ok. L'interrogatoire, c'est une hémorragie. Ok. L'interrogatoire objective des antécédents d'ulcères digestifs traités médicalement. À l'admission, le malade est conscient avec un état général conservé. Le bilan biologique à l'admission n'objective aucune anomalie. La fibroscopie gastrique effectuée par le gastro-entérologue objective un ulcère bulbaire hémorragique. Bulbaire. Un traitement médical anti-hémorragique a été préconisé. Ce dernier n'a eu aucun effet sur le saignement en l'absence d'une innervation chirurgicale et la persistance du saignement. L'état général de malade s'est altéré, perte de connaissance, polypnée et tachycardie à 105 battements par minute. Le bilan biologique effectué à ce moment montre le pH 7,30, la natrémie 136, la pression artérielle en CO2 34 millimètres de mercure, K+, c'est 3 millimoles par litre, le HCO3- c'est 16 millimoles par litre, Cl- c'est 100 millimoles par litre, acide lactique 4 millimoles par litre, valeur normale c'est entre 1 à 2,5, l'urée c'est 0, bon c'est pas, on n'a pas traité ces derniers. Donc on va faire l'interprétation du bilan biologique maintenant. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le pH est diminué, donc il s'agit d'une acidose. Très bien. La natrémie est normale. C'est parce que la natrémie, c'est entre 135 et 145. Ok? La pression artérielle de CO2 est 34 mm de mercure. Elle est légèrement basse. Ok? Parce que la pression artérielle de CO2, c'est entre 35 et 45. C'est ça, hein? En principe, c'est ça. C'est entre 35 et 45 exactement. Pour le Cl-, c'est OK, donc c'est normal parce que Cl- c'est entre 95 et 106. Les bicarbonates sont diminués, d'accord, c'est parce que les bicarbonates sont entre 22 et 24. Donc bicarbonate diminué, pH acide, pression artérielle de CO2 légèrement basse. Donc, il s'agit d'une acidose métabolique. Ok, l'acide lactique est égal à 4 millimoles par litre. Donc, est augmenté parce que les valeurs normales, c'est entre 1 et 2,5. Et donc, c'est supérieur à 2,5. Donc, il s'agit d'une acidose métabolique à 3 anionique supérieure à 16 sans faire le calcul, même pas.
Mais si on va faire le calcul, donc 136 moins 16, c'est 20, plutôt 120, moins 100, c'est 20. Donc 20 supérieur à 16. Très bien. Très bien. Question. Interpréter les signes cliniques et le bilan biologique sus mentionné. On avait fait ça. De quel type d'insuffisance rénale s'agit-il? Donc ici, le type d'insuffisance rénale, c'est la malabsorption normalement des bicarbonates. C'est ça. De quelle anomalie acido-basique s'agit-il? On avait parlé de ça, on avait dit que c'est une acidose métabolique à 3 ionique supérieur à 16 due à l'accumulation d'acide lactique. Et pourquoi il y a cette accumulation, c'est à cause de l'hémorragie, parce que cette hémorragie va engendrer une hypoxie, donc c'est la diminution de saturation en oxygène. Si on aura une diminution de saturation en oxygène, il y aura la fermentation lactique, d'accord, on a anaérobiose, et donc il y aura la formation d'acide lactique, le lactate donc. Et l'acide lactique va nous donner bien sûr les ions H+, l'excès d'ions H+, va nous donner cette acidose. Et pourquoi? Par exemple, ici, HCO3- est diminué. Parce que les autres ont tamponisé l'excès. Comme ils ont tamponisé l'excès, il y aura cela, la diminution de... Ok. Case 1. 22 years old women who had been injured in an accident received 6 liters of isotonic saline, after which the level of sodium was 135 millimole per liter, potassium 3.8 millimole per liter, chloride 115 millimole per liter, and bicarbonate 18 millimole per litre. The arterial blood pH was 7.28, okay, and the partial pressure of carbon dioxide was 39 millimeters de mercure. The urinary sodium level was 65 per liter, potassium 15 per liter, and chloride was 110 per liter. So here we're gonna explain this, okay? So we have a normal level of sodium, okay? The potassium is normal. The chloride is increased, and the bicarbonate is decreased. So here we are in une acidose métabolique à trou anionique normal, parce que les ions chlorure sont augmentés et les bicarbonates sont diminués, et donc on aura un trou anionique normal. Donc, quelle est la cause de cette augmentation d'ions chlorure et cette diminution d'ions bicarbonate si ce n'est pas les anions organiques? Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le trou anionique urinaire. Because here, they give you the arterial blood pH. No. They give you the urinary sodium level, and the potassium level, and the chloride level. So, automatiquement, on va calculer celui-là, et donc le sodium plus potassium moins les ions chlorure plutôt, et donc ici qu'est-ce qu'on aura? 65 plus 15, 80 moins 110, c'est moins 30, donc il est inférieur à 0. Comme il est inférieur à 0, donc c'est un problème digestif, ce sont des pertes digestives de bicarbonate et non pas une mal exécrétion de NH4+, qui est accompagnée par l'excrétion de d'ion chloride.
chlorure. Parce que si c'était supérieur à 0, donc on dit que c'est un problème rénal d'excrétion d'ammonium, parce que l'excrétion d'ammonium est associée à l'excrétion d'ion chlorure. Et donc, s'il n'y a pas cette excrétion, les ions chlorure vont augmenter. Et comme ils vont augmenter, et on avait dit que dans la majorité des cas, sauf le cas de trou anionique qui est supérieur à 16, la somme de bicarbonate plus les ions chlorure, c'est constant. Et donc, ça va donner aussi une mal réabsorption de bicarbonate. OK? Le cas clinique numéro 2, chez un enfant de 32 ans, son antécédent pathologique remarquable et dont le poids habituel est de 68 kg, une diarrhée fébrile s'installe brusquement au retour d'un voyage en zone d'endémie parasitaire. Après 24 heures d'une diarrhée profuse évaluée à plusieurs litres, l'examen lors de l'admission à l'hôpital note un rythme cardiaque régulier à 100 battements par minute pour une température de 38,2 degrés Celsius. Cette légère augmentation est due au parasite. Une pression artérielle à 110 et 70 mm de mercure. Les résultats de l'échantillon du sang artériel sont les suivants. pH diminué, 7,34, il s'agit d'acidose. Pression artérielle de CO2, 30 mm de mercure, elle est basse parce que c'est entre 35 et 45. Ion chlorure à HCO3- diminué parce que c'est entre 22 et 26, donc c'est une acidose métabolique. Sodium 140, il est normal. Potassium 2,8 diminué. Chlorure 110, donc trou anionique normal. Hématocrite 55%, c'est une hypovolémie, ok? Donc le sang est concentré, ok? Très bien. Un de ces examens probablement faux, c'est le potassium, bien sûr. Pourquoi? Parce que les acidoses métaboliques sont souvent accompagnées par une hypercalémie et non pas hypocalémie, ok? Très bien. Maintenant, on va parler de l'approche de Stewart. Ok, l'approche de Stewart, c'est quoi? C'est SID, ok? Très bien. Elle dépend de 3 principaux facteurs. La pression artérielle de CO2, strong iron difference, ok? هذه strong iron difference, ok? So, راح نشوفوا la différence entre les ions forts, les acides forts, ok? Les ions forts plutôt, ici. Les ions forts, c'est-à-dire qu'on va faire la différence entre les ions forts positifs, donc les cations forts, et les anions forts. Ok? Concentration des acides faibles non volatiles, qui sont bien sûr l'albumine, les protéines, donc la FAIS, etc. Ok? Très bien, le SID, Strong Iron Difference, représente la différence entre la somme des cations forts, it means cations totalement dissociés, quel que soit le pH, et la somme des anions forts, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, ok, moins Cl-, plus les autres anions forts, tel que le phosphate par exemple, ok. Les autres anions forts désignés par XA- sont le lactate, les corps cétoniques, l'aspirine, le méthanol, les sulfates, etc. Et CID, c'est 40 plus ou moins de milliéquivalents par litre. Acide faible non volatile. Donc, CID, c'est quoi? C'est le HCO3- plus l'albumine- plus le PI-. C'est ça le CID. Très bien. CID. La diminution du CID, si on va avoir un CID bas, donc il y aura, on va penser à une hyponatrémie, à une hyperchlorémie. Oui, parce que هذا يطلع هذا يطلع هذا يهبط هذا يطلع، اوكي، والعكس bien sûr، هذا يهبط هذا يهبط هذا يطلع هذا يهبط، اوكي. Et les acides ou bien les anions forts non volatiles, c'est ça. Très bien, faible non volatile, augmenté.
augmentation du CID, hypernatrémie, hypochlorémie, alcalose métabolique. Et ici, acidose métabolique. C'est logique, donc ici, acidose métabolique, l'albumine, la concentration d'albumine est augmentée, la concentration de phosphate inorganique est augmentée, l'alcalose ici, non pas acidose, diminuée, la concentration de l'albumine et du phosphate inorganique sont assez importantes pour provoquer des désordres acido-basiques. Classification des anomalies acido-basiques selon Stewart, respiratoire, acidose, pression artérielle de CO2 est augmentée, l'alcalose, pression artérielle de CO2 est diminuée. On avait dit ça pas mal de fois. Métabolique, anomalie du CID, excès ou déficit en eau. S'il y aura un excès d'eau, il y aura bien sûr l'excès d'eau va faire diminuer la concentration de Na+, parce que l'excès d'eau, c'est-à-dire qu'on va diluer le volume, quoi. Donc, il y aura une diminution de concentration, une diminution donc de CID. S'il y aura un déficit en eau, il y aura une augmentation de concentration de Na et l'augmentation de concentration en Na, يقابلها من الجهة الأخرى une diminution bien sûr de K+, et H+, ok? Et donc, il y aura l'alcalose par déficit de charge positif, de protons plutôt. L'excès déficit en chlorure, donc diminution de CID, l'excès de chlorure, ça va nous donner des acidoses. Et déficit en chlorure, ça va donner des alcaloses, c'est logique. Excès d'ion d'acide non volatile plutôt, leur augmentation, ça va donner des acidoses, ok, parce que leur augmentation va augmenter les ions H+, et donc il y aura des acidoses. Leur diminution va donner, wait, what? No, I'm here, ok? تاع الفولاتيل هذه الاكس ا c'est les anions les autres anions forts, ok, les autres anions forts. Si les autres anions forts sont augmentés tels que sulfate hydrochlorphase, ok, sont augmentés, ça veut dire que le CID est diminué, ok, ça va donner des acidoses. Sinon le reste on n'avait pas parlé, etc., ok. Quelques exemples pratiques. Alors, pour conclusion, donc pour la conclusion, l'équation d'Anderson-Hasselbalch reste toujours valable dans l'étude des désordres simples, qu'ils soient métaboliques ou respiratoires. L'approche de Stewart prend un grand intérêt dans l'analyse des désordres complexes avec une approche physiopathologique. So, لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que c'était utile et bon courage. Merci pour votre attention.